What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue sur la nouvelle Conversation Awesome. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. J'espère que tu vas bien et que tu es prête à écouter tout un épisode aujourd'hui. En plus, je reçois une invitée awesome que ça fait pas longtemps que je connais. Tu sais, des fois, il y a des synchronicités qui font en sorte que tu es exposé à quelqu'un de nouveau et rapidement, il y a comme ton intuition qui te dit que tu vas en savoir plus sur cette personne-là. Et effectivement, tu te rends compte pourquoi qu'il y a une affinité qui est là, qu'il y a une complémentarité qui est là. Bref, que effectivement, ton petit gut feeling là d'en savoir plus était totalement bon. C'est ce qui s'est passé avec moi et Marie-Ève il y a quelques mois. Donc, je suis tombée, entre guillemets, par hasard sur son profil LinkedIn et je l'ai tout de suite contactée parce que Marie-Ève, en fait, est conseillère en santé globale, en transition ménopausique et en qualité de vie au travail. Elle a un parcours qui est assez atypique et sa propre expérience personnelle avec le sujet du jour, qui est la ménopause en milieu de travail, a fait en sorte que expérience personnelle, expérience professionnelle, maintenant, elle peut offrir des ateliers, des formations, des conférences et du contenu vraiment pertinent sur, entre autres, sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux qui aide la femme à passer à travers cette transition-là dans son milieu de travail, mais qui aide aussi les dirigeants d'entreprise, les boss, les patrons, les business en général à justement offrir un peu plus de support, d'encadrement, de flexibilité aux femmes pour que ça soit une transition un petit peu plus agréable, considérant souvent tous les symptômes qu'on doit passer à travers quand on est rendu à cette phase-là de vie. Et moi, c'est ça, j'ai 32 ans, je suis loin de ma ménopause, c'est pas quelque chose que je vis, je suis pas experte là-dedans, fait que ça fait toujours vraiment plaisir d'inviter des gens qui le sont beaucoup plus que moi. Et on avait fait une conversation awesome avec Martin alors, la numéro 112. Fait que si t'as pas écouté cet épisode-là, après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, retourne en arrière un petit peu sur le podcast. Et cette conversation-là, avec celle de Marie-Ève aujourd'hui, on les amène vraiment de façon complémentaire, là, tous les sujets, puis les piliers, puis les sous-sphères en lien avec le gros phénomène qu'est la ménopause. Fait que bref, même si t'es pas tout à fait rendu là dans ta vie, même si tu travailles chez toi à la maison, puis t'as pas nécessairement d'équipe ou de milieu de travail X, que tu sois entrepreneur ou professionnel, mais c'est sûr que la conversation d'aujourd'hui va te donner de l'information, de l'inspiration, de l'éducation qui va être super pertinente pour toi grâce à l'expertise, là, la passion et la belle personnalité de Marie-Ève. Donc, je vous en dis pas plus. Plongeons dans la conversation d'aujourd'hui et comme d'habitude, si vous avez des questions, du feedback pour nous, évidemment, là, contactez-nous après l'épisode, ça va nous faire plaisir. Bonne écoute! All right. Bienvenue, Marie-Ève, sur cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Claudia. C'est à toi que je dois remercier de m'inviter sur ton podcast. Oui, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est une conversation qui va vraiment attirer les femmes qui me suivent et qui m'écoutent et qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dans lequel moi, je suis pas experte parce que, j'ai pas passé par là encore puis je veux même pas penser à ça encore. Je suis encore bien jeune, mais effectivement, je travaille avec beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent avec la réalité quotidienne de la fameuse ménopause. Donc, c'est un sujet dans lequel tu es experte, qui te parle, qui te touche. Tu en fais une business maintenant. Fait qu'encore une fois, merci d'être là avec ton expérience, ton expertise. Là. Je sens qu'on va avoir une très bonne conversation. On va avoir du plaisir. Yes. J'aime toujours ça, savoir un peu le background de la personne avec qui je jase sur les podcasts, dans le sens que, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir donner des conférences, donner des formations, des ateliers pour aider les femmes à mieux vivre leur ménopause en milieu de travail? Ça vient de où? Je suis sûre que tu n'as pas pensé à ça quand tu avais 20 ans. Donc, parle-nous un peu de ton histoire, tu sais, avant, puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette nouvelle là, mission de vie que tu as? OK. C'est sûr qu'au début,
comme tu disais, là, j'aurais même pas pensé, même il y a 5 ans passés, pour te dire. Toutefois, je me suis vraiment inspirée de mon vécu, de mon histoire personnelle, parce que en peu de temps, là, j'ai passé vraiment toutes les étapes sans le savoir. Je vais tout t'expliquer ça. Donc, de la périménopause à maintenant ménopausée. Ce qui est arrivé de mon histoire personnelle, en fait, c'est que ça a commencé vers l'âge, je dirais, de 39-40 ans. OK. Que là, j'ai commencé à avoir comme des symptômes étranges, puis je savais pas trop pourquoi. OK. C'était quoi un peu les symptômes que tu disais? J'avais, entre autres, je commençais à perdre mes cheveux. OK. Après ça, j'avais des démangeaisons. Ensuite, j'avais des palpitations cardiaques au repos. OK. J'avais vraiment une baisse d'énergie. Fait que là, un petit peu la panique, commence à aller voir le médecin de famille, passer des batteries de tests, c'est-tu ma thyroïde, j'ai-tu le cancer, tu sais. C'est inquiétant, c'est clair. Ah oui. Fait que là, c'est comme pas trop. Fait que là, on se dit, ben non, finalement, tu dois être fatigué, plus stressé ces temps-ci. Fait que ça reste comme ça. Après ça, j'ai commencé à avoir des symptômes psychologiques inhabituels, comme une anxiété, mais qui était beaucoup plus prononcée. Okay. J'avais une tristesse qui s'installait tranquillement, mais que je savais pas trop pourquoi. J'étais vraiment à fleur de peau, hypersensible tout le temps. OK. Après ça, j'ai commencé à développer une petite dépression mineure, sans savoir trop pourquoi. Et j'étais vraiment irritable. Tu sais, tout me tombait ses nerfs. Puis là, je comprenais pas parce que moi, dans ma nature, je suis une personne qui est tout le temps, hop, la vie, je suis souriante. Puis du point de vue physique, je comprenais encore moins parce que ça fait des années que je prends les saines habitudes de vie, que je suis très sportive. J'essaie de faire attention à ce que je mange. Là, je comprenais plus rien. Vraiment, je pensais que j'étais en train de décomposer, que je disais. Et là, j'allais voir mon médecin de famille que j'avais pendant plusieurs années, puis on dit, on comprend pas, on a fait tes tests de TSH, puis ta glande thyroïde, puis tout ça, puis on n'a rien d'inhabituel. Ça doit être ton niveau de stress. Je n'étais pas satisfaite des résultats de ce qu'on me disait, fait que j'ai commencé moi-même à faire mes propres recherches. Et en étant sur le marché du travail, je voyais aussi qu'il y avait d'autres femmes qui avaient les mêmes symptômes, qui ne savaient pas non plus qu'est-ce qu'elles avaient. Et là, de fil en aiguille, je me suis mise à lire sur la ménopause, mais je savais que j'étais pas en ménopause, j'avais encore mes règles. Mais je commençais à lire sur la préménopause. On parlait beaucoup de préménopause. Fait que là, je trouvais que j'avais pas mal de symptômes suite à ça. Puis quand je parlais de ça, mon médecin de famille, j'étais pas ça du tout, j'étais bien trop jeune. OK. Et là, après ça, je n'ai plus eu de médecin de famille pendant 5 ans. Là, je viens tout juste d'avoir un nouveau médecin de famille. Fait que j'ai dû me débrouiller par moi-même. Et je me suis mise à lire là-dessus. Ensuite, en pleine pandémie, j'ai décidé de retourner aux études en gestion de la qualité de vie au travail. Et lors de ces formations-là, j'ai été moi-même sensibilisée dans ces cours-là à l'importance de créer des programmes en santé mieux-être en milieu de travail. Et ça m'a vraiment interpellée. Puis, comme j'avais déjà une attirance, là, un intérêt marqué pour la santé globale, j'avais des cours sur la nutrition, j'avais des cours sur l'activité physique, j'avais des cours sur les ressources humaines, sur comment bien retenir les employés, tout ça. Alors là, ça fait « wow, OK, là, je pense que je vais toucher quelque chose ». Et là, parallèlement à ça, je continue à faire mes lectures et moi, je me disais « c'est ça, je suis en périménopause, ça se peut pas ». Et là, est arrivé le documentaire de l'automéno Véronique Cloutier. J'ai fait « wow, OK, c'est vraiment ça ».
enfin, comme plusieurs femmes, on avait l'impression d'être comprises, là. Mm-hmm. On s'est dit, OK, je suis pas folle, là. C'est ça. Ça a confirmé, j'imagine, beaucoup de tes recherches que tu avais commencé par toi-même. C'est en plein ça, puis c'est ça qui m'a amené, là, ça a fait un déclic. Mais là, j'étais pas sûre de, OK, ça va-tu marcher? Qu'est-ce que je peux faire? J'avais vraiment un besoin, là, intrinsèque, là, c'était vraiment dans mes tripes. Je me suis dit, hey, je suis pas la seule, on en parle dans la société, mais pourquoi je peux pas utiliser mon background, mon vécu, plus que j'ai étudié en santé globale, et d'aider les femmes vraiment meilleures de mes connaissances qui vivent la même chose que moi, mais dans les milieux travail. Fait que c'est ça qui m'a amené à donner des ateliers, des conférences, à concevoir des formations et tout ça, pour 2 objectifs. J'avais vraiment 2 objectifs différents. Un, c'était d'aider les femmes qui vivent la même chose que moi en milieu de travail pour, OK, les aider à optimiser leur énergie, à devenir plus productives, à essayer autant que possible d'atténuer leurs inconforts avec des petits trucs, des astuces. Ça, c'était une première chose. Et j'avais un autre objectif, c'est de faire de la sensibilisation, de la prévention. Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est vraiment ma mission ultime en ce moment, c'est de conscientiser davantage les employeurs et les gestionnaires sur l'importance d'en parler en milieu de travail, parce qu'en bout de ligne, ça va aider à augmenter le taux de rétention des femmes qualifiées, parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes de 45 ans à 60 ans est le groupe d'âge le plus actif sur le marché du travail. Et comme c'est la pénurie de main-d'œuvre, mais pourquoi pas les retenir le plus longtemps possible? C'est hyper important parce qu'elles sont qualifiées, expérimentées pour la transmission des connaissances aussi pour intergénérationnel. Et ça m'a vraiment interpellée. Ça peut être un outil complémentaire. Et tout ça en leur donnant autant que possible les conscientiser. Bien, c'est quoi la ménopause? Pourquoi parler de ça en entreprise? C'est quoi les conséquences de ne pas s'en préoccuper, de ne pas les soutenir? Et là, j'amène des statistiques à l'appui, des études de cas, leur prouver que c'est pas une vision à court terme, que c'est une vision à moyen long terme et qu'ils peuvent avoir un retour sur leur investissement. Alors, c'est ça ma grande mission et je continue parce que c'est encore un tabou en entreprise. Ça commence à être démocratisé dans la société parce qu'on en parle de plus en plus, mais en entreprise, là, il y a encore une petite réticence là, par rapport à ça. Quelle belle histoire. Merci pour ton partage. J'ai comme 1 million de questions qui me viennent en tête. Vas-y, je suis là pour ça. mais je veux qu'on reparle de l'aspect tabou en entreprise, tout ça. Mais avant ça, est-ce qu'on peut décortiquer, bon, tu as mentionné périménopause, ménopausée, préménopause, postménopause. Est-ce qu'on peut juste définir un peu ces cycles-là, ces phases-là, ces définitions-là pour quelqu'un qui est peut-être dedans, mais qui n'est pas sûr, ou quelqu'un comme moi qui n'a pas ces connaissances-là, dans le fond? Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'offre mes conférences, j'invite même les femmes, tu sais, de 35 ans à y participer parce que ça permet de justement s'informer. Savoir à quoi s'attendre aussi. Ben, c'est comme ça. tu dis, toi, tu as commencé dans ta quarantaine à avoir ces symptômes-là, comme... On le sait pas trop, tu sais, on n'apprend pas ça à l'école nécessairement, là, tu sais. Exact. En fait, dans la littérature, là, si on veut, dans les années 80, 90, 2000, on parlait de la préménopause. On disait que c'était toutes les années avant d'être officiellement ménopausée. Ça pouvait s'échelonner entre, je sais pas moi, souvent à l'époque, on disait que c'était plus âgé. La femme pouvait être préménopausée, mettons, à partir de 50 ans, puis elle était comme ménopausée à 60. Tu sais, dans notre culture, c'était pas mal ça, tu sais. Mais avec les années, ce qui arrive, c'est que c'est de plus en plus jeune. Et ça, souvent, les gens, ben non, un peu comme mon médecin, ben non, ben trop jeune pour être en périménopause. Ben oui, parce que ça peut commencer même dès l'âge de 35 ans à commencer à avoir ces symptômes-là. Et pour pas mélanger, si on veut, nos auditrices ou les femmes qui s'intéressent, le mot préménopause est de moins en moins utilisé. On l'utilise encore, mais c'est périménopause qui est de plus en plus utilisé. Okay. Et là, en date de 2022-2023, là, dans les termes scientifiques, dans la médecine, on utilise la période de transition ménopausique. Autrement dit, là,
pré-péri, là, c'est de 7 à 15 ans avant qu'on est ménopausé. OK. Et quand on est ménopausé, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend minimum 12 mois consécutifs sans être menstrué pour être considéré ménopausé et plus. Okay. Intéressant. Donc, si on est menstrué, je ne sais pas, moi, au mois de juillet, on est 7-8 mois sans l'être, puis le 9e mois, on l'est. On peut être comme ça pendant des années. Fait que c'est vraiment prouvé maintenant, sans faire de tests sanguins et d'avoir des spécialistes de la santé qui vérifient si on est vraiment ménopausé, là, avec les hormones, c'est un indice personnel, ça. Ça prend minimum 12 mois consécutifs pour être considéré ménopausé. Fait que de plus en plus, même dans mes publicités ou même vous allez voir les chroniques, là, les spécialistes, les médecins de famille vont utiliser ça de plus en plus, la transition ménopausique. C'est sûr que la ménopause précoce, c'est à peu près 1% de la population des femmes. Ça, c'est avant 40 ans. OK. Et la ménopause tardive, avant, on disait que c'était 60 ans et plus. Maintenant, c'est 56-57. OK. Donc, c'est comment il y a un petit décalage. Ben, en fait, si on regarde même les jeunes adolescentes qui commencent leur période, leurs règles plus jeunes, je suis pas vieille, là, moi j'ai 32 ans, mais entre guillemets, dans mon temps, c'était assez commun, de commencer les règles à 13, 14, 15, 16 ans. Master, c'est 8, 9 ans, comme c'est jeune. On dirait que tout est de plus en plus jeune. J'ai un peu mes hypothèses par rapport à pourquoi c'est ça, mais c'est intéressant de voir que la ménopause a quand même suivi cette tendance-là aussi au niveau à peu près du time frame puis des âges, là. J'ai une question qui me vient aussi. Quelqu'un qui, par exemple, je pense à ma mère, qui a eu la grande opération ou qui s'est fait enlever de quoi par rapport au système reproductif, qui a plus ses menstruations depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une autre façon de savoir s'ils sont ménopausés, si eux, ils n'ont plus de règles depuis quelques années? Par les tests sanguins. Eux, c'est sûr que, tu sais, ils vont être stabilisés soit par de la progestérone ou l'oestrogène, tout dépendant, parce que habituellement, c'est les ovaires qui produisent l'oestrogène, si on veut. Et là, si on n'a plus d'ovaires, on ne produit plus d'oestrogène. Fait que là, le corps est un petit peu débalancé. Mais oui, il y a possibilité de le savoir maintenant par des prises sanguines. Là. OK. Oui, c'est vraiment important parce qu'il y a des femmes qui vivent l'endométriose aussi. C'est ça. Donc, à ce moment-là, eux aussi, ils doivent être stabilisés. Ils n'auront pas besoin nécessairement de prendre, c'est pas toutes les femmes qui ont besoin de prendre de l'hormonothérapie en passant, mais celles qui ont vraiment des symptômes plus problématiques, ben, il y a possibilité, oui, d'être balancées maintenant. Donc, eux, ils vont y aller beaucoup plus avec le progestatif, là, qui est plus au niveau de la progestérone. Avant de reparler, là, milieu du travail, tabou, tout ça, c'est quoi quelques petits trucs que toi, tu as mis en place pour t'aider, toi, avec tes symptômes ou que tu partages, par exemple, aux femmes que tu formes ou que tu rencontres en atelier? Au niveau soit de la nutrition, de l'activité physique, je sais que tu es comme moi, pro santé globale, bonnes habitudes de vie. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses en prévention pour le plus possible réduire ces symptômes-là. Même chose avec nos périodes, qui peuvent parfois être très, très inconfortables. Donc, est-ce que tu as comme ton top 3 à 5 d'habitudes de vie awesome qui peuvent nous aider avec nos symptômes en périménopause? Oui. Ce que je dirais, là, ce qu'il faut vraiment prendre en considération quand on vit cette période-là, de toute façon, je l'ai appris à mes dépens, là, il faut écouter son corps davantage. C'est pas facile, ça, en tant que femme, écouter son corps. Non, parce que moi, je suis vraiment de nature très sportive compétitive. Et ça a un lien aussi avec le travail que je suis perfectionniste. Mais dans cette période-là, il faut apprendre à être plus indulgente et bienveillante envers soi-même parce que on n'a pas la même capacité. C'est dur sur l'ego, c'est dur de l'accepter parce que ton corps change, tu es en transformation, tu t'aimes moins, ton estime de soi, ta confiance. Voyons, je faisais ça avant, je n'étais pas essoufflée, voyons donc. Puis pourtant, c'est parce qu'on vit tellement de transformations
en tout cas, là, je parle pour celles qui vivent cette période-là, un peu comme moi. On dit que c'est 10 à 15% des femmes qui n'ont aucun symptôme. Eux autres, là, ils ont gagné le gros lot, mais dans le bon sens, là, tu sais, tant mieux, sont chanceuses. Ils voient pratiquement pas de différence. Okay? Mais c'est quand même la grande majorité. C'est ça. Là, je vais parler au nom des 85 autres là, qui sont comme moi, qui ont eu énormément de symptômes, autant physiques que cognitifs. Donc, premier truc que je donne, autant à la maison qu'en milieu de travail, premièrement, c'est de l'accepter. Ensuite, c'est de ralentir pour mieux s'écouter. Mais ça se fait pas claquant des doigts. Hein? C'est de la constance, c'est beaucoup répété, c'est de la répétition, de la discipline. Moi, ce que j'ai fait personnellement pour ralentir, c'est que j'aimais beaucoup le pilates dans le temps et le yoga m'aide beaucoup. Pour deux choses, le yoga me permet de faire beaucoup d'étirements et moi, j'avais besoin du yoga aussi pour élargir ma cage thoracique pour mieux respirer. Ça m'a aidé énormément au niveau de ma respiration. Ensuite, j'avais développé les techniques de respiration de la cohérence cardiaque. Quand je vivais beaucoup de stress et d'anxiété, pour celles qui ne savent pas c'est quoi de la cohérence cardiaque, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est peut-être 3 fois par jour, 5 à 6 minutes. On inspire 5, 6 temps, on a un temps d'arrêt, on expire. Bref, ça permet vraiment de se calmer. Moi, là, ça m'apaisait énormément. Donc, ça, je prends beaucoup la respiration. Les étirements, c'est hyper important, autant à la maison qu'en milieu de travail, parce que si on est devant notre ordinateur 7-8 heures par jour, ça cause beaucoup de problèmes musculo-squelettiques. Et là, ça m'amène à parler quand on est en périménopause ou en transition ménopausique, on est davantage stressé. Et quand on est stressé, on est plus crispé. Ouais. Et là, quand on est devant notre ordinateur et qu'on est stressé, on peut développer les HIT, les fameuses inflammations, tendinite. Bon, fait que ça, dans cette période-là, il faut encore plus écouter son corps. Fait que c'est important de s'étirer pour enlever le stress physique, musculo-squelettique, enlever le stress, oui, par la respiration. Et moi, ce qui m'a aidé énormément, autant pour mon anxiété, mon stress, quand j'ai fait une dépression, c'est l'activité physique. Moi, si j'avais pas l'activité physique, je serais même pas là aujourd'hui. J'aurais été médicamentée. J'en ai eu la médication pour me stabiliser au début. Mais après ça, moi, j'ai été capable de tout rééquilibrer parce que je faisais de l'activité physique. J'allais chercher mon endorphine et tout ça. Et ça m'aide à évacuer mon stress. Et la lumière du jour, c'est simple. Ouais. Mais même si des fois, c'est pas ensoleillé dehors, si on a la chance de travailler près d'une fenêtre, la lumière du jour, c'est très important pour la santé mentale. Et je prends beaucoup la marche, même sur l'heure du midi, si vous êtes en télétravail, trouvez-vous une excuse, sortez dehors, sortez vos vidanges, allez dehors, marchez 20 minutes rapide et de pas s'empêcher non plus de courir pour celles qui font de la course, mais peut-être un peu moins intensément. Et ne pas s'empêcher de courir, moi, je peux pas courir au travail, j'ai pas de douche. Non! Faites comme si vous étiez en camping, amenez-vous des petites lingettes, prenez votre douche le soir, empêchez-vous pas de faire. Dans le fond, là, c'est de sensibiliser et de faire ce que l'on aime. C'est à force d'expérimenter des outils qu'on finit par déterminer qu'est-ce qui est bon pour nous. Des femmes de la course sont pas capables. Il y a des femmes faire de la méditation sont pas capables. C'est comme ça les énerve. Mais qu'est-ce que toi t'aimes? C'est de marcher en forêt, d'avoir marché en forêt. C'est vraiment de s'écouter, d'expérimenter. Puis à un moment donné, on vient qu'on tombe dans une zone, tu fais, OK, moi, si j'ai pas ça, je le sais que je me sentirai pas bien. Fait on vient qu'on développe une routine. Ouais, j'adore ça. Ça va tellement avec mon discours de faire qu'est-ce qu'on aime, de bouger, d'aller chercher des petites habitudes, mais de façon constante au quotidien, de ralentir, de se donner la permission de se reposer, de prendre soin de soi et de trouver effectivement quelque chose qui fonctionne pour nous, pour qu'on puisse continuer à l'intégrer dans la routine.
Je trouve ça super intéressant. Puis, c'est vraiment un bon point pour les étirements aussi. Tu sais, je pense que souvent, on pense à l'activité physique, puis on va tout de suite, notre cerveau va aller à je dois aller au gym puis m'entraîner, ou je dois aller faire un cours intense de body pump ou de quoi que ce soit, ou je dois descendre dans mon sous-sol, faire un gros workout. Mais non, comme du mouvement, t'étirer, prendre soin de ton corps physique. Tu sais, la ménopause, ça se passe dans tous tes corps, incluant ton corps physique, là. Donc, c'est une façon de se redonner de l'amour à ce corps-là qui est en train de passer à travers une transition qui est pas facile, tu sais. Tout à fait. Surtout que, tu sais, baisse d'énergie. Comme moi, j'avais tellement j'en ai encore, mais beaucoup moins, mais tu sais, beaucoup de bouffées de chaleur, de sueur nocturne et de migraines. Mais ça m'empêche de dormir. Fait que veux pas le lendemain, là, tu peux pas toujours être au top de ta productivité. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'on le sait, nous, même en milieu de travail, qu'on n'est pas top, qu'on n'est pas assez efficace. On n'a pas besoin de se le faire dire, on le sait, on s'éduque sur l'ego, mais c'est de l'accepter et c'est de là que ma mission devient importante parce qu'il faut créer des espaces de dialogue. Si on garde tout ça pour soi, puis que les employeurs, les supérieurs immédiats ou les collègues de travail ne savent pas ce que tu vis, ben ils vont te porter à te juger. Mais si ils savent que tu es dans cette période-là, parce que moi, j'ai vécu ça, mais ma sœur ou d'autres personnes que je connais très bien, eux ont eu vraiment beaucoup de problèmes de concentration, là. Eux, là, c'est comme pas capable de garder le focus. Après un certain temps, là, c'est too much, là, se concentrer. Puis pourtant, c'est des gens hyper performants dans la vie, là. Certaines vont avoir des pertes de mémoire, parce que c'est ça. Je cherche des mots. Voyons, c'est quoi l'affaire? Tu as l'impression d'être Alzheimer du jour au lendemain. C'est comme, voyons, tu as des absences. Tu sais, à 35, 40 ans, tu as des absences. C'est pas ça. C'est pas toutes les femmes. Mais quand tu vis ça, c'est déstabilisant, là, tu fais aïe aïe, là, tu sais, avant de comprendre c'est quoi que l'on vit, c'est pour ça que c'est important de démystifier. Et moi, c'est ça mon but, c'est d'éviter la stigmatisation, d'éviter que ça crée des jugements. Si on comprend pas qu'une femme, là, périménopausée ou ménopausée est à crampe, qu'elle a des sauts d'humeur, puis qu'elle peut rire 2 minutes après, elle pleure, ben, elle est toute débalancée, là. OK? Mais si on a un travail d'équipe à faire avec elle, oh mon Dieu, pas ça, ça me tente, elle a une humeur massacrante, mais comment moi, je vais faire pour travailler avec? Et c'est là que j'amène de la sensibilisation du point de vue comportemental aussi. Parce que oui, les collègues peuvent tenter de comprendre ce que l'on vit, mais il faut d'abord en parler. C'est quoi les symptômes? C'est quoi les comportements que ces femmes-là peuvent vivre au quotidien? Qu'est-ce qui les amène à avoir ces réactions-là? Et en même temps, j'amène une nuance. C'est bien beau que les employeurs, les collègues ou les gestionnaires veulent comprendre ce que leurs femmes dans leurs équipes de travail vivent, mais elles-mêmes, en tant que femmes en transition ménopausée, qui ont leur propre responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Si elle attend d'être rendue en milieu de travail pour gérer ses émotions et ses sauts d'humeur, ça tombera pas du ciel, là. Il va falloir qu'elle travaille à la maison, trouver des façons à elle de gérer ses émotions, ses sauts d'humeur, de se calmer, diminuer son stress. Donc, c'est ça, c'est de l'éducation. Oui, éducation, sensibilisation. J'adore les deux facteurs de la responsabilité individuelle et de la responsabilité, on va dire, collective ou de la société. C'est la même chose dans mon domaine. Je veux dire, c'est pas de notre faute, entre guillemets, puis on peut pas contrôler qu'il y ait des McDonald's puis des Tim Hortons à chaque coin de rue, puis qu'on soit bombardé de publicité, de bouffe malsaine. Mais ça, c'est la responsabilité, mettons, de la société, de faire plus de sensibilisation sur une saine nutrition. Par contre, c'est ta responsabilité individuelle de faire les bons choix, d'aller à l'épicerie, d'acheter les bons aliments pour toi, de pas arrêter à chaque restaurant de junk food que tu trouves. Fait que, tu sais, c'est vraiment un parallèle qui est super intéressant à faire dans n'importe quelle habitude de vie, tu sais. Faut pas jouer la victime, parce que si on joue la victime, même autour de nous, ils ont moins le goût de nous aider. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, là. Ouais. Ouais. Puis je sais que toi, c'est ça, ton expertise, c'est beaucoup dans les milieux de travail, mais je t'entends parler, puis je pense à moi en tant que fille d'une maman ménopausée ou qui est en train de faire sa transition, ou même des conjoints, des conjointes qui vivent avec des femmes. Fait que, tu sais, même
dans le nid familial, là, si on n'est pas sensibilisé à ça, puis si on peut pas comprendre parce qu'on l'a pas vécu, et je parle en connaissance de cause, je sais que ma mère avait écouté cet épisode-là, ben, tu sais, j'ai envie de m'excuser parce que moi, dans ma tête, je suis comme, alors, viens-en avec tes chaleurs, tu sais. Elle est hystérique, elle est folle. Mais tu sais, je me disais, bon, viens-en avec tes chaleurs, ou tu sais, c'est-tu vraiment si pire que ça, ou tu sais. Mais effectivement, fait que c'est super important qu'on ait ces conversations-là. Donc, pourquoi tu penses que c'est encore un peu tabou, puis que bon, ça s'en vient tranquillement un petit peu plus dans la discussion? Merci à Véronique Cloutier, mais on a encore quand même un bon bout de chemin à faire. Pourquoi tu penses que c'est encore tabou, puis stigmatisé, puis rempli de jugement, là, la ménopause? Ben, selon moi, là, ça se peut que je me trompe, mais avec ce que je vois, ce que j'expérimente aussi en entreprise et selon quand je fais le développement des affaires, hein, veux pas, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les entreprises, il y a différentes raisons. La première raison, ça se peut être en lien avec la culture d'entreprise. Et quand je parle de culture d'entreprise, c'est un peu comme la vision, OK, de l'employeur. Et c'est pas toutes les entreprises qui ont décidé de bonifier ou d'améliorer leur culture en implantant des valeurs comme l'empathie, la bienveillance, l'écoute active. Quoique, on sent une très forte amélioration depuis la pandémie parce que les gens avaient tellement de problèmes de santé mentale qu'on le sait, là, il y a une tendance, mais c'est pas toutes les entreprises qui vont se permettre de la bonifier, si on veut. Donc, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est tout simplement, et ça, moi, j'ai dû faire face à ça, c'est tout simplement une question de priorité. Dans les entreprises, dans les organisations du travail, ils ont d'autres chats à fouetter que la ménopause. Oui, la santé mentale, mais quand c'était le temps de la pandémie, ben c'était toutes les politiques de télétravail. Fait qu'on s'entend-tu que la ménopause, ça allait loin dans leurs priorités. Donc ça peut être un facteur. Un autre enjeu, c'est oui, ça peut être question de budget. Ben oui, on m'a développé, moi, un budget pour ça, tu sais, mais c'est parce qu'il connaît, c'est tout simplement par manque d'information. S'il savait les répercussions, les conséquences, comment ils perdent l'argent pour les congés, les invalidités, les maladies, tout ce qui est cotisation à la CNESST, etc., etc. Et la baisse de productivité aussi. Faisait l'inverse, qui misait davantage sur la promotion santé mieux-être en entreprise. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas une vision à court terme. Ceux qui ne veulent pas changer la culture d'entreprise, des fois, c'est pas par mauvaise volonté, là. C'est simplement qu'ils ont encore la culture d'une vision à court terme. Il faut que ça rapporte tout de suite. Ouais. Ils ne voient pas à moyen long terme, ce qui fait que eux, c'est vraiment, ils vont perdre de l'argent au lieu de voir ça comme un investissement. Donc, il y a ça aussi. Puis, une dernière raison, ce serait vraiment la banalisation. Ouais. Du phénomène. C'est comme, ben là, il n'y a rien là. Moyen d'an, non, mais ils ont fait ça, ils n'ont pas eu besoin de cours sur la ménopause. Puis, tu sais, c'est comme banalisé, OK. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est que, pour l'avoir vécu puis pour avoir exploré les femmes autour de moi, je le sais que les femmes qui sont en transition ménopausique ont vraiment, là, mais vraiment besoin d'être soutenues. OK? Ce qu'ils veulent, là, c'est pas compliqué. Elles veulent juste être libres. Elles veulent être libres d'en parler ouvertement, d'être en mesure de pouvoir en discuter même avec leurs collègues de travail sans se sentir jugées. OK? D'avoir des espaces aussi de dialogue. Tu sais, ça leur tente pas de dire qu'elles commencent une dépression sur le coin du bureau rapidement comme ça. Tu sais, faut prendre le temps de les accueillir, les écouter, puis peut-être les référer à des ressources externes, mais faut prendre l'espace de dialogue, donc en parler, et l'espace-temps aussi. Ouais. Tu sais, fait il y a ça, parce que les femmes ont peur d'en parler, par crainte de représailles, discrimination au travail, elles ont peur de ne pas pouvoir gravir les échelons, je vais me faire remplacer, etc. En tout cas, à mon avis, là, plus on parle de la transition ménopausique,
périménopause de ce monde, plus on va sensibiliser les employeurs, les gestionnaires, les solopreneurs, on peut être solopreneur, les employés sur le sujet, ben plus on va éviter avec le temps la stigmatisation. C'est vraiment ça. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on est porté à juger. Ce qui nous fait peur, on est porté à juger. Donc, on revient toujours à l'éducation. Vraiment. Plus on parle de quelque chose, ben plus ça devient normal et commun d'en parler. Donc, il y a moins de barrières, moins de résistance et moins de mauvaises perceptions aussi. Et là, je fais le parallèle avec la santé mentale. Oui, il existe une loi pour la santé et la sécurité au travail du point de vue physique, hein? Les accidents de travail, musculo-squelettiques et tout ça. Mais combien de gens se sont battus pendant des années pour avoir une loi pour la santé psychologique? Ça passait dans le beurre, c'était pas important, l'épuisement professionnel, le burn-out, tout ça. Ça a pris une pandémie pour faire avancer les choses. Mais c'est la même chose. Tu sais, ça prend toujours quasiment une catastrophe pour prendre conscience. Tu sais, ça prend des chiffres à l'appui. Tu sais. Fait que moi, je me dis, bon, c'est sûr que l'automéno a amené le débat dans la société et c'est de fil en aiguille dans les entreprises que moi, j'ai fait des études et j'ai lu des études de cas dans d'autres pays. OK. C'est ça qui m'a amené ça au Québec parce qu'au Québec, ça n'existe pas. D'avoir des ben ça existe peut-être un peu via les associations de la ménopause, mais dans le sens que c'est vraiment, c'est très éphémère, là. C'est juste un début. Des fois, je me dis, mon Dieu, je me bats-tu contre un monstre? Dans quoi je m'embarque? Mais en même temps, quand je vois les résultats au Royaume-Uni puis dans d'autres pays, que même le gouvernement se sont impliqués pour bonifier les lois dans les entreprises, OK, les femmes se sont battues là-bas là, pendant des années pour arriver à ça. Mais je me dis, si on n'en parle pas, il se passera rien. C'est ça. C'est un peu ma mission, c'est un peu du volontariat, mais moi, c'est parce que j'y crois encore. Surtout en pénurie de main-d'œuvre, c'est hyper important. Oui, exactement. Tu sais, puis j'ai le mot investissement qui me revient en tête quand je t'écoute parler parce que moi, je fais face à la même chose souvent, là. Tu sais, d'intégrer dans des milieux de travail des programmes pour mettre de l'avant l'activité physique ou des conférences sur la nutrition ou des moments de stretching, tout le monde en groupe parce que justement, tout le monde travaille à leur bureau non ergonomique à la maison, tu sais. Mais c'est comme, effectivement, c'est le signe de pièce, tu sais, souvent que les gestionnaires-là vont avoir dans la tête. Puis on comprend, là, tu sais, c'est une business et tout. Mais c'est la prévention qui fait en sorte que l'investissement est là-dedans, puis qu'à moyen et long terme, tu les as déjà nommés, là, les avantages que ça peut avoir, ne serait-ce qu'au niveau de la productivité dans ta journée. Tu sais, si tous tes employés sont sharp, ils ont de l'énergie, sont focusés, sont concentrés, ils se sentent bien parce qu'ils sont dans un espace où ils peuvent partager comment ils vont pour de vrai, ben, t'es plus motivé au travail, t'es plus présente, ton travail... T'es engagé davantage, ben oui. Exactement. Donc, il y a l'attractivité aussi. Si on parle d'une nouvelle génération, regarde, on le sait, là, la nouvelle génération vont vouloir, ils magasinent leur emploi. Absolument. Ils magasinent leur employeur. C'est un pouvoir de force qui est renversé, là. Eux, ce qu'ils veulent, oui, le salaire est important, mais c'est le bien-être. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Oui, ils ont leurs responsabilités, hein, d'autres prennent soin d'eux aussi. Il faut pas tout mettre sur le dos des employeurs et des gestionnaires, là. Mais c'est ça, là, ça devient une priorité, autant au niveau de l'attractivité et au niveau de la rétention. Donc, c'est vraiment essentiel, mais effectivement, tout est une question de budget, et je le comprends, mais ils veulent des chiffres, ils veulent des faits. Donc, c'est pour ça que dans mes ateliers, mes conférences, j'amène des chiffres et des études de cas. Ben, vous voyez, ça existe et voici pourquoi. Et les bénéfices, et moi, j'ajouterais même comme bénéfices, tu les as tous nommés. Tout ce que tu viens de nommer, ça fait partie des avantages. Et j'ajouterais même le fait de parler de la ménopause aussi en milieu de travail, c'est que ça améliore le climat de travail. Parce que moins on juge, plus on comprend, plus les gens deviennent compréhensifs, plus il y a de collaboration, il y a moins de tension dans les équipes de travail. Ils ont moins peur de travailler avec la femme qui est à cran. Parce que, OK, on en a parlé, on peut dire, regarde, respire. Tu sais, là, ils se sentent moins gênés de dire, regarde, ça se peut-tu que là, ça fait une petite minute que tu as un petit temps,
prends-en une petite minute, puis reviens quand tu seras... Plus de compassion. Avant, le monde n'aurait jamais osé dire ça à la personne. On dit de quoi tu te mêles, tu sais. C'est bien simple, tu sais, des fois au quotidien, mais tu sais, on est en plein hiver, là, une étude de cas. Tu sais, la fille, elle a des bouffées de chaleur. Là. En plein hiver, elle se lève, elle va ouvrir la fenêtre en plein hiver. L'autre va dire, hey, je suis en train de geler, là. C'est parce que, garde, je te demande leur dire, j'ai bien gelé, mais en tant que gestionnaire, comment on peut gérer ça dans l'équipe? Comment on peut satisfaire tout le monde? Tu sais, là, j'amène des petits exemples bien simples dans mes ateliers, pour dire, ouais, c'est vrai, dans le fond, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, faut pas voir ça trop gros. Exact. Hein? Des petits gestes, des petites pistes de solutions simples, accessibles, pratiques, mais faut juste, c'est bien beau de le savoir, mais après ça, il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Exact. C'est souvent ces petits gestes-là qui, accumulés, puis de façon constante, de semaine en semaine, vont amener les plus grands changements puis les plus grands résultats. C'est la même chose en santé, puis en activité physique, puis en nutrition, tu sais. De vouloir tout changer du jour au lendemain, ben il y a souvent une réponse qui est non, parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, c'est trop d'efforts, c'est trop différent, on veut pas de méga changement. Tu ne vas pas faire une diète à 800 calories, tout peser, compter tes calories, ta nourriture, manger juste des légumes verts dès demain matin. Mais dès demain, tu peux boire un petit verre d'eau de plus dans ta journée. Tu sais, j'entends un peu la même chose. On n'ira pas dans chaque entreprise, dans chaque milieu de travail, leur dire qu'à partir de demain, ils doivent passer 5 heures par jour à s'occuper de leur femme ménopausée dans leur meeting. Mais dès demain, ils peuvent, tu sais, avoir exactement, là, tu sais, une intervention avec une femme pour y demander comment qu'elle va, puis comprendre, puis lire peut-être un article qu'on partage avec nos employés, puis organiser une rencontre à chaque mois avec toi, ou tu sais, fait que c'est des petites actions comme ça. Ça n'a pas besoin d'être vu comme une méga montagne, parce que devant une méga montagne, on reste dans l'inaction, puis on n'avance juste pas, puis il n'y a pas de changement, tu sais. Tout à fait. C'est là que je trouve important d'avoir un atelier conférence, mais qui s'adresse directement aux employeurs puis aux gestionnaires pour dire, OK, là, vous, là, vous avez la responsabilité de vos équipes, mais je peux très bien comprendre dans le très quotidien, mais trop boulot de dos, vous êtes surchargé, vous êtes saturé, vous avez de la misère à trouver un espace pour respirer. Comment veux-tu intégrer des nouvelles politiques et des actions? J'en suis consciente. Mais c'est juste de prendre conscience des différentes petites actions au quotidien, hein, un petit pas à la fois. Et c'est ça le but de la conférence, c'est qu'on se met ensemble, à la fin, on fait une plénière, on essaie de creuser ménage, je leur fais, vous là, on fait un jeu de rôle, là. Ouais. Vous êtes appelés, là, vous êtes nommé la personne responsable d'aider vos femmes ménopausées en milieu de travail, vous allez faire quoi demain matin? Là, c'est bien beau la conférence, là, mais là, demain, vous allez faire quoi concrètement? Ouais. C'est ça. Fait que là, ça fait quand même un peu là, ben c'est ça l'exercice. Fait que, parce qu'ils ont besoin d'être outillés. Fait que c'est bien beau de leur dire, ouais, mais on fait quoi? Fait que là, je leur fais travailler le manège. Après ça, ben, je renchéris. Et là, j'amène des stratégies d'accommodement. Et quand je parle de stratégie d'accommodement, c'est un synonyme, c'est ça. C'est des actions concrètes. C'est des pistes de solutions. Ouais. Des petits gestes, un pas à la fois. Et ça, j'en ai plus d'une vingtaine, là. Mais je peux vous en donner, là, 2, 3, si vous voulez, là. Ben oui, pourquoi pas? Top 2, 3, là, pour quelqu'un qui est gestionnaire. Puis après ça, on fera peut-être top 2, 3 pour la femme qui est employée ou qui est solopreneur, qui travaille à son compte. Bon, on a parlé des trucs qu'elle peut faire pour sa santé, mais peut-être 2, 3 trucs qu'elle peut faire elle-même dans son milieu de travail pour s'aider. Fait qu'allons-y avec les 2 chapeaux, mettons. OK, c'est bon. En entreprise, bon. Un employeur gestionnaire, première stratégie que je pourrais recommander, c'est une question d'offrir de la flexibilité d'horaire. Ça, là, c'est quasiment l'essentiel. On l'a vécu un peu avec la pandémie parce que le télétravail a permis ça. OK, ça permet de réajuster nos horaires, hein. Mais là, je parle pas nécessairement d'offrir nécessairement le 4 jours semaine, parce que ça, je sais que c'est un débat de société, puis c'est pas toutes les infrastructures, toutes les entreprises qui peuvent se permettre ça. Quoique dans certains pays, ça commence à emboîter le pas, comme la Belgique, entre autres. Mais c'est pas ça le point.
Oui, si vous pouvez l'offrir, tant mieux. Ça peut aider beaucoup de femmes d'avoir 4 jours semaine, mais c'est pas ça. Quand je parle de flexibilité d'horaire, c'est de faire confiance à vos femmes qui vivent cette période-là, qui vivent des symptômes problématiques dans vos équipes et de faire confiance à leur jugement. Autrement dit, moi, si un lundi matin, j'ai des saignements abondants, moi, j'ai tendance dans les derniers temps à être irrégulière, je suis épuisée, j'ai commencé même à faire de la limie. J'ai beau manger du pablum, puis des épinards, puis du chocolat noir parce qu'il y a du fer dedans, je fais de l'anémie. Fait que moi, ce matin, je me sens pas apte et disposée à aller travailler. Est-ce que je peux récupérer mes heures ce soir? Tout dépendant du secteur d'activité. Si on peut faire du télétravail, évidemment. Une infirmière, c'est difficile de faire ça. Hein? Mm-hmm. Mais c'est d'être en mesure de faire confiance. Parce que si on lui fait confiance, inquiète pas que le moment qu'elle va vouloir récupérer ses heures, elle va se donner à fond parce qu'on lui a permis ça. C'est ça. Flexibilité d'horaire parce qu'elle doit sortir plus régulièrement ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a débuté une dépression, elle est plus triste, elle vit de l'anxiété généralisée, puis elle doit suivre une thérapie avec son psychologue. Elle n'a pas le choix, c'est telle heure, de telle heure à telle heure. C'est pas toujours le soir. Bon, OK, elle peut sortir, elle va faire sa thérapie, puis revenir après, puis elle va récupérer. Tu sais, ça a l'air simple de même, mais c'est juste que le problème, c'est qu'au niveau de la flexibilité d'horaire, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Parce que là, c'est le débat en ce moment. Ben oui, on va permettre ça à la femme ménopausée. Déjà que la femme enceinte, on lui donne ça. Puis moi, en tant qu'homme, je peux avoir le cancer de la prostate, moi. Je peux, tu sais, ou un homme peut avoir un problème de mobilité, un certain handicap. Bref, là on se dit, ben là, on va tout faire des politiques, des règlements pour tout ce monde-là, ça finirait plus. Bon. Alors, c'est là que les spécialistes, les experts vont venir vous aider. Dans le sens que on peut développer des politiques d'absence prolongée. Par exemple, une femme qui vit une endométriose, qui a besoin de se faire opérer, ben là, elle a besoin de plus de congés, là. T'sais? Fait que si elle a tout épuisé, c'est pas toutes les PME là, qui ont des congés de maladie, qui n'ont pas nécessairement d'assurance. Hein? Les petites PME là, au Québec, c'est 50%. Là, fait que ils n'ont pas les moyens. Bon. Mais si on leur permet de prendre des congés quand c'est le temps, mais qu'ils peuvent récupérer par la suite, c'est l'idéal. Mais si on ne sait pas comment structurer ces politiques-là pour que ce soit équitable et juste pour tout le monde, ben là, il y a l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés qui existent. Il y a des consultants qui sont là pour les aider, des avocats. Sur le coup, ça a l'air, mais non, je vais être obligé de payer un avocat. Non, mais c'est parce que si votre politique, elle est clairement définie, puis qu'elle est juste pour tout le monde, vous allez voir que ça va tellement améliorer les conditions de travail que c'est à moyen long terme, encore une fois, que vous allez y gagner parce que les gens vont vouloir aller travailler chez vous. Mm-hmm. Les gens vont vouloir dire, hey, c'est cool ici, là, on est respecté, on a vraiment des belles politiques, c'est le fun, on prend soin de nous autres. Tu sais, c'est ça. Ça en est, ça, des stratégies d'accommodement. L'environnement de travail. Non, mais c'est parce que, tu sais, on est en périménopause. En ménopause, on fait des migraines. Dans le bureau, c'est des grosses lumières d'ailes au plafond. C'est comme, aïe, aïe. Ouais. Déjà qu'on a de la misère à travailler devant notre écran. Là, c'est la grosse lumière comme si on était chez Costco. Moi, en tout cas, moi, ça m'affecte. Je suis pas capable. Tu sais, je veux dire, c'est de faire attention à l'éclairage. S'il vous plaît, portez pas de parfum parce que là, les odeurs, ça va accentuer une migraine. Tu sais, c'est d'être conscient de l'environnement. Je comprends que les entreprises ont peut-être pas nécessairement le budget d'avoir une salle de repos ou une salle d'entraînement. Hein? C'est pas toutes les PME qui peuvent se permettre ça. Mais on peut-tu avoir au moins un petit bureau fermé, local, tu mets 3 ou 4 coussins, 2 fauteuils, si jamais la personne a besoin de discuter avec son supérieur immédiat. Tu sais, une genre de salle qui sert à tout, là, mais qui est juste pour, OK, s'apaiser, discuter. C'est des petits trucs comme ça. Et là, j'en passe et j'en passe, mais j'adore c'est juste penser pour améliorer les choses. Mm-hmm. Puis j'ai envie de dire, tu sais, je pense à moi en tant qu'entrepreneur, mettons que je suis dans ce processus-là d'apprendre à me donner la permission de mettre de la flexibilité dans mon horaire quand je suis dans ma semaine.
tu sais, avec des clientes qui, justement, sont peut-être pas en phase près de la ménopause ou ménopausée, mais que ils power through, là. Tu sais, c'est ça l'horaire, puis c'est ça mes objectifs. Puis même si c'est ma deuxième journée de cycle, puis j'ai mal au ventre, puis j'ai des crampes, j'ai pas d'énergie, ben go, je continue. Ben j'ai envie de vous dire, ces conseils-là, appliquez-les à vous aussi. Tu sais, quand c'est votre temps du mois, ben dans votre petit bureau à la maison, des petites huiles essentielles qui vont vous aider à déstresser. Tu sais, avoir une heure de pause en après-midi pour aller faire une petite marche ou s'étirer, tu sais, cette flexibilité d'horaire-là, cet environnement-là. C'est en plein ça. On peut le faire en tant que personne toute seule, en tant que solopreneur ou qui n'est pas nécessairement dans une organisation. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est ce que je fais. C'est sûr, bien, comme, tu sais, monter quand je fais la conception des formations ou, tu sais, le développement des affaires, tu sais, moi aussi, là, c'est ça l'avantage, là, tu sais, de pouvoir être en télétravail, évidemment, d'être entrepreneur ou solopreneur. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu le soleil, là, pour ta santé mentale, on s'entend-tu que la journée qui fait soleil, tu vas t'organiser par le fait ton petit jogging ou ta marche dehors cette journée-là, tu sais, je veux dire, c'est comme un must, là. Mais mettons, ce qu'il faut éviter, pas juste en péri ou en ménopause, c'est la sédentarité, on le sait, hein, ça prend un minimum de pas par jour pour la santé publique. 6 000 pas, là, on essaie d'aller aux 10 000 pas par jour, mais c'est pas toujours évident. On dit, ouais, mais j'ai pas 1 heure par jour, moi, pour aller marcher. Ah, je comprends. Mais dites-vous que ça s'accumule. Les pas, ça s'accumule dans ta journée. Donc, tu montes les escaliers. Moi, ce que je fais, je me mets une petite musique. 2-3 tunes que je sélectionne par jour. Là, je me mets une petite alarme sur mon cellulaire. Là, ça fait 2 heures, tu n'as pas bougé. Idéalement, il faudrait même se lever aux 50 minutes. Là. Mais tu sais, des fois, tu es comme pris dans une conférence ou dans d'autres choses, tu n'as pas nécessairement le temps. Je me l'impose. Puis là, on y va. On travaille autant la santé physique parce qu'on bouge. Et moi, ça va chercher ma santé mentale, mon endorphine. Puis là, je me faisais des tunes là, qui viennent me chercher. Puis là, tu sais, des fois, je crie tout seul dans mon bureau. C'est pas grave, je me donne à fond, mais c'est ça, je vais chercher ma santé mentale, ma santé physique, j'augmente mon nombre de pas. C'est de cumuler des fois notre temps en faisant 2-3 choses comme ça qui nous permettent de prendre soin de soi, tu sais. Ouais. Tu sais, maintenant, on a un autre truc, tu sais, pas capable de me concentrer. Voyons, je suis fatiguée, j'ai gardé le focus. Bien, t'arrêtes. Arrête de t'acharner, puis arrête. Tu sais, sors du bureau, va respirer, prends une petite collation, va t'étirer. Comme moi, ce que j'aime l'été, même, que ce soit en entreprise ou en télétravail, c'est que le printemps, l'été, l'automne, j'aime bien faire ça. Je vais méditer dans un parc, 5-10 minutes. Je fais juste l'action de sortir. C'est toujours le premier 30 secondes qui est difficile. Hein? C'est de mettre ses souliers, puis d'espadrer, puis de dire « Ah, j'y vas-tu, je vais-tu pas? Ah, c'est maussade aujourd'hui. Ah, tente pas. » Les excuses, hein, ouais. Tu sais, mais c'est ça, c'est de vraiment, c'est une discipline, on le disait tantôt, c'est de la constance. C'est de trouver qu'est-ce qui nous fait du bien puis d'essayer de le faire au quotidien. Vraiment. Ah, plein de bons trucs. J'entends sensibilisation, partage, s'accepter, se donner la permission, s'écouter, prendre soin de soi, d'y aller progressivement. Solidarité aussi. Solidarité, yes, absolument. Parce que, tu sais, des fois, même en entreprise, tu sais, on le sait, même entre femmes, des fois, ils peuvent avoir de la compétition, puis ça. On peut comme juste s'entraider, là. Hein? Puis les hommes, je sais que c'est pas facile. J'en parle aussi, là. Les employeurs et les collègues masculins, c'est eux autres qui sont portés à plus juger parce qu'ils comprennent pas. Ils ne vivent pas, c'est ça. Ils savent pas. Mais ça crée... Eux ont les mêmes problèmes à la maison. Après, quand leurs femmes vivent ça, ça crée des tensions. Il y a même des séparations, des divorces. J'en parle de ça parce que incompréhension du partenaire, ils ont l'impression que la femme qu'ils ont connue, c'est plus la femme qu'ils ont rencontrée, c'est comme ils l'aiment plus pantoute comme ça, puis c'est normal, c'est normal. Mais si on ouvre le dialogue au travail, ça va être beaucoup plus facile pour eux par la suite à la maison. Donc, c'est comme une roue qui tourne, tu sais. C'est un travail d'équipe. Regarde, Véronique et son conjoint Louis, c'est ça qu'il disait. Tu sais, au début, il y avait de la misère, là. Louis, là, c'est comme aïe, là. Mais quand il a compris que, OK, là, c'est pas le temps de se parler, moi me la fermer, il m'a revenir dans 2 minutes. C'est ça.
J'ai pas le temps de presser sur le citron. Ben, c'est la même chose en milieu de travail. Si vous devez remettre un rapport, puis la journée que la personne est à cran, elle est comme ça, elle s'énerve, puis que là, vous venez la voir aux 2 minutes pour la critiquer tout ce qu'elle fait, puis c'est pas assez. Écoute, c'est sûr qu'elle va exploser, là. Vous allez me demander pourquoi qu'elle est à fleur de peau, qu'elle se met à pleurer. Ben, c'est parce que c'était pas le bon timing. C'est ça. Ouais. La même chose dans les relations de couple. Ça fait que... Absolument. C'est tout ensemble. C'est tout interrelié. Ouais. Ah, génial. Comment on fait, Marie-Ève, pour te contacter si jamais il y en a qui sont à l'écoute puis aimeraient ça avoir une de tes formations, tes ateliers? Bien, j'ai un site Internet, pas très compliqué, marievfolum.com. Pas de trait d'union, pas de point, pas d'accent. marievfolum.com. J'ai également, je pourrais t'acheminer justement mes coordonnées, là. J'ai une page Facebook professionnelle. Méno active, Méno comme ménopause active, Méno active. J'ai un groupe privé aussi de femmes en santé. Je parle de la ménopause, je parle aussi de la qualité de vie au travail. On peut me rejoindre aussi sur ma page LinkedIn, donc pour les gens professionnels aussi. Puis j'ai une chaîne YouTube. Alors, c'est très facile de me contacter. Par courriel, c'est toujours plus facile. Je suis consciente des fois avec les spams, ça peut prendre un petit délai. Des fois, là, c'est notre première communication. Je vais toujours vérifier mes courriels pour pas prendre au cas où, pour pas perdre des fois des demandes ou quoi que ce soit. Mais c'est très facile de me contacter. D'ailleurs, sur mon site Internet, vous avez également mon téléphone cellulaire et mon courriel. Génial. Ben, je vais mettre tout ça dans la description du podcast. Donc, allez voir vraiment là, tous les liens. N'hésitez pas à contacter Marie-Ève pour questions, puis pour peut-être, c'est ça, te recevoir dans leur milieu de travail. Merci vraiment beaucoup. Mais ça a passé vite, hein? Vraiment, c'est super intéressant. J'ai adoré notre conversation. J'ai appris beaucoup. Je vais envoyer un gros câlin à ma mère et à toutes les femmes qui passent à travers la ménopause. Répandez la bonne nouvelle! Il n'y a pas juste du négatif à ça. Il s'agit juste de le prendre avoir une autre perception plus positive, puis d'aller chercher les outils, les moyens d'en parler, puis on passe tout au travers. Exact. Fait que merci pour ce que tu fais. C'est un travail qui est super important. Je le comprends encore mieux aujourd'hui grâce à notre belle conversation. Puis c'est ça, j'invite toutes les femmes à les suivre, puis à ne pas se sentir seule à travers ce processus-là, puis se donner des outils. Donc, je pose toujours la même question à toutes mes invités avant de laisser la conversation terminer. Alors, je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta citation préférée et pourquoi? Une de mes citations que j'aime bien et qui est en lien justement avec les entreprises, c'est de Richard Branson du groupe Virgin Mobile. Ça dit ceci: prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. Ça résume bien ce qu'on jase aujourd'hui. Oui. Good. Ben, merci encore, Marie-Ève. C'était vraiment apprécié. Ben, merci beaucoup, Claudia. Ça a été un honneur. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.